Quelle voix il aurait, votre chat, s'il parlait dans un film? Parce que vu qu'il est à Bah, l'antenne, vu qu'il est dans le cadre. il gêne pas trop, ça va, non? Non, non, c'est Les gens ne super. verront que lui, de toute Bah oui, façon, c'est c'est ça, très j'allais dire. bien. Non, mais du coup, on gagne beaucoup. Bonjour Jean Luffa, Bonjour, merci de nous recevoir. mais c'est un grand plaisir. Nous sommes Vous chez me faites vous. beaucoup d'honneur de faire tout ce chemin pour venir voir un pauvre acteur de doublage. Alors justement, est-ce qu'on dit un... Vous êtes comédien spécialisé dans le doublage, Oui, comédien de moi j'aime. doublage? Oui, c'est ce qu'il y a sur Wikipédia, par exemple. Comédien spécialisé dans le doublage. C'est vrai qu'aujourd'hui et depuis plusieurs années, je me consacre au doublage. Je fais pas de théâtre, je fais pas de cinéma, voilà. Euh, je vis moitié ici, moitié à Paris, voilà. Mon existence professionnelle est dans le doublage, les commentaires, un peu de publicité. Enfin bon, je travaille avec ma voix, voilà. Cette appellation vous convient. Oui, bah oui, ça reflète la réalité, quoi. Vous avez notamment prêté votre voix à Bryan Cranston sur Mais Malcolm, oui, sur ça a Breaking été ma Bad première également, rencontre avec cet acteur génial qui est Bryan Cranston. Ouais, ouais. ce qui nous amène à vous rencontrer aujourd'hui Voilà, avec voilà, beaucoup d'intérêt. tout à fait. Vous n'avez pas commencé dans le doublage, vous étiez comédien métier J'ai support. commencé, comme la plupart des comédiens, en faisant du théâtre. J'en ai fait beaucoup, avec plus ou moins de succès, plutôt moins d'ailleurs. Donc, c'est un peu aussi ce qui m'a amené vers justement vers le doublage, parce que je gagnais pas ma vie en fait sur les planches. Euh, et puis j'avais pas non plus vraiment une fibre théâtreuse comme certains de mes camarades peuvent l'avoir. Donc ça a été à la fois un refuge financier et un grand plaisir parce que j'y ai trouvé beaucoup de satisfaction professionnelle. Et puis j'y ai trouvé une famille. J'ai vraiment rencontré des gens avec qui je suis resté et avec qui, pour certains, pour ceux qui sont encore là, avec qui je suis toujours resté en amitié, quoi. Voilà. C'est un peu plus compliqué pour les jeunes, d'abord parce que l'accès au studio maintenant est très compliqué. Il faut vraiment passer par des écoles et rencontrer des directeurs artistiques avant de pouvoir éventuellement être admis à faire des ambiances et des tout petits rôles des maisons de doublage. Parce qu'avant, on pouvait assister assez facilement, on pouvait rentrer facilement. Maintenant, c'est très compliqué, voire même pratiquement impossible, quoi. Donc, non, je préfère, professionnellement, et aussi pour d'autres raisons d'ailleurs, je préfère avoir l'âge que j'ai aujourd'hui que débuter, avoir 20 ans ou 25 ans et essayer de rentrer dans le métier, quoi. Et alors, comment vous étiez comédien sur les planches et Ouais. comédien aspirant devant la caméra? Comment ça s'est produit? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé un jour à faire du doublage? Oh, c'est assez simple parce que ça fait maintenant plus de 30 ans de ça. C'était une époque, j'allais dire, bénie, où il y avait beaucoup de travail aussi, puisqu'il y avait l'arrivée de la 5 de Berlusconi, et il n'y avait pas l'afflux de comédiens à l'époque qui voulaient faire du doublage. C'était un secteur assez méprisé, et moi, voyant que je n'arrivais pas à gagner franchement bien ma pauvre existence en travaillant le soir dans des petits théâtres qui n'étaient pas très fréquentés, je me suis résolu à aller frapper aux portes des studios. Là, à cette époque, il y avait aucun problème, on rentrait comme on voulait, on rencontrait les directeurs artistiques, et comme ils avaient besoin de nouvelles voix, et notamment de voix jeunes, euh, très vite, j'ai assisté. J'ai compris assez vite le système. J'étais relativement doué, disons, et j'ai pu. On m'a accordé la chance de passer des essais assez vite. Et comme il y avait du travail, que je me débrouillais pas trop mal, j'ai très vite travaillé en fait. J'ai pas galéré dans le doublage du tout, comme je galérais avant dans le théâtre. Et j'y ai pris vraiment du plaisir. Et très vite, j'y ai rencontré des gens qui sont devenus, comme je vous le disais, une famille, oui, vraiment. J'y ai créé très vite des amitiés.
Et parmi ces amitiés, il y avait des gens qui eux-mêmes dirigeaient, donc qui m'ont engagé. Et les choses se sont faites assez vite, assez facilement, quoi. Voilà. Et alors, il y a 18 ans de ça, Ouais. vous rencontrez Catherine Lelanne. Que je connaissais déjà, Ah, puisque avant elle d'être directrice artistique, elle travaillait déjà dans le doublage, mais au niveau de la production. Et c'est quelqu'un qui m'a fait confiance. Mais là, c'est vraiment, alors là, je lui dois beaucoup, parce quand cette série lui a été confiée, elle a pensé à moi, et elle m'a véritablement imposé. C'est-à-dire que le directeur de la maison de doublage, qui s'appelait Jacques Barclay, qui nous a quittés d'ailleurs, mais je peux le citer, qui lui ne me connaissait pas, a dit donc à Catherine Lelanne, mais je ne sais pas du tout qui est ce Jean-Louis Faure, faites passer des essais. Et elle a vraiment insisté, je n'ai passé aucun essai, elle m'a imposé, sûre d'elle-même, et je me suis retrouvé donc un matin dans un studio de Libre à Film, devant les premières scènes de Malcolm. Et il fallait y aller, quoi. Et ça s'est pas trop mal passé. Mais c'est étrange parce qu'elle a vraiment, dans sa tête, c'était moi et personne d'autre. Voilà, c'est formidable. Et grâce à elle, j'ai pu continuer après à doubler Cranston dans Breaking Bad et dans d'autres choses, quoi. le Voilà. rôle de Hal, au Ouais. niveau vocal, est pour nous le plus physique. C'est-à-dire qu'il Oui, c'est vrai. y a Ouais. des cris, des modulations de voix Des choses que je pourrais assez peut-être puissantes. plus faire aujourd'hui, parce qu'il y a 20 ans, j'avais des capacités pulmonaires déjà qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était physique, ouais. Ouais, ouais. Viens ici! Fils de pute! Espèce de fils de... Ce sont les meilleures années de leur vie, ne les gâche pas! Tu montes dans la voiture et salut! Tout ça est intolérable! Reprends la position! La ferme! On enregistrait tous les étés, en fait. Hein. On enregistrait généralement au mois de juin, juillet. Et donc, déjà, on avait un peu chaud. Et on passait quand même des journées très survoltées. On s'amusait beaucoup, mais c'était quand même un peu... c'était physique, ouais, vraiment physique. C'est-à-dire qu'on sortait de là, on était lessivés, quoi. Mais c'était un tel bonheur que, voilà, on était récompensés parce qu'on avait tout donné, mais fallait y aller, quoi. Parce que la comédie, c'est quand même... C'est physique, il faut vraiment faut avoir des ressources, quoi. On s'est beaucoup amusé. Vraiment, vraiment. Et est-ce que vous aviez une certaine liberté dans le doublage? Bien sûr, il y a une bande rythmo à respecter. Bah oui. Est-ce que quand la bouche de l'acteur n'est pas visible à l'écran, vous pouviez vous permettre Pas tellement, non. Pas tellement. Non. On a eu la chance d'avoir de bons adaptateurs, déjà, ça c'est important. Donc, il n'y a pas de raison de rajouter des choses ou... ce que lui, Cranston, fait, ce que les acteurs font d'ailleurs tous, ils sont tous très bien dans Malcolm. Ce qu'ils font, c'est tellement bien, pourquoi en rajouter Non, on ne s'est pas autorisé tellement de trucs. Peut-être une fois par-ci par-là, mais non, c'est pas... non. C'est pas comme dans certaines séries, comme, je sais pas, Amicalement Vôtre ou Starsky et Hutch, où là, les acteurs se sont amusés vraiment. Mais la série s'y prêtait davantage. Mais là, non, c'est pas, ça n'a pas été le cas, non. Et c'est drôle parce que Bryan Cranston dit exactement la même chose quand on lui demande est-ce que Ah ouais vous pouviez improviser par rapport. Il disait non, on nous donnait des dialogues qui étaient super. Donc, voilà. C'est même marrant, chose, ouais, raccord. ouais. Très bien. Ouais. Et vous avez formé un couple du coup pendant cette saison avec Marion Gamme. Avec Marion Gamme, Absolument, ouais. qui Cette prêtait chère sa voix Marion. à Loïs. Ouais. Est-ce que déjà concrètement, vous aviez l'occasion de travailler ensemble au même endroit, au même moment? Non, on se connaissait pas vraiment avec Marion. Ça a fonctionné tout de suite, donc voilà. Mais je la connaissais bien sûr, mais j'avais jamais vraiment travaillé avec elle ou comme ça très ponctuellement sur une scène ou deux dans un truc, je sais pas. Non. Là, ça a été
Ça a été une découverte aussi pour moi, mais là aussi, il fallait que ça marche, quoi. C'est aussi le choix de Catherine Lelanne, encore une fois, qui a été formidable, quoi, de nous associer tous les deux. Et d'ailleurs, son casting, c'est une de ses grandes qualités, d'ailleurs, puisqu'elle continue à diriger, à travailler. Elle a une oreille formidable, et là, pour Malcolm, elle a choisi des acteurs. Cédric Dumont, qui fait le fils aîné, qui est formidable, Donald Renew. Je dois dire que vraiment, ce cher Philippe Dumas, qui était un acteur vraiment formidable et qui fait le colonel, je sais plus comment il s'appelle. Il fait Otto. Otto, c'est ça, voilà. Ouais. Ça. Et non, c'est génial, quoi. Al, je veux que tu regardes cette peinture et que tu me dises que tu en es satisfait. Ça, je le savais. Tu n'as pas encore fini. Tu dois Mais je continuer. peux pas, Loïs, ça me rend complètement dingue. J'ai couvert cette toile jour après jour, de tonnes de peinture et tout ça pour rien. Je n'arriverai pas à ce que je veux, alors mieux vaut que je laisse tomber. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne reprendras pas ton travail avant de t'être sorti ça de la tête. Non. Tu n'as pas compris. C'est inutile, ça ne sert à rien. Non, pas question que tu abandonnes. Tu resteras ici jusqu'à ce que tout soit fini. Est-ce que tu Non. m'entends? Ça, pas question que tu me refasses le coup tous les 5 ans sous prétexte qu'il te reste un autre délire créatif à accomplir. Tu vas me faire le plaisir de finir cette toile. D'accord. Très bien. Je finis cette toile. Je vais finir un coup ici. Et puis un coup là. Et puis encore là. Mais tu vois, c'est marrant parce que je me souvenais pas du tout de cette scène-là. Il y a des épisodes que j'ai pas revus, moi, pratiquement depuis qu'on les a enregistrés, et donc ça me fait rire parce que là, je redécouvre vraiment, quoi. J'avais oublié ça. C'est drôle. Vous étiez le plus souvent avec Marion Gamme sur le plateau? Ouais. Ou... Ah oui, quand Ouais, même. ouais. Pas forcément avec tous les autres acteurs qui parfois Non. avec une réplique. Non, ou voilà, non. mais, Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de scènes ensemble, et voilà. Parce que ça aussi, c'est important. Surtout quand il s'agit de comédie comme ça, les acteurs avec lesquels on joue les scènes, il faut être ensemble, quoi. Est-ce que ça se maintient ou ça se perd un peu Ça se perd. Ouais. Ça se perd beaucoup parce que beaucoup de notamment Netflix, mais d'autres veulent absolument mixer chez eux, quelquefois à Londres ou à Hollywood, et ils veulent absolument avoir des pistes, chaque piste séparée, pour eux pouvoir mixer comme ils l'entendent. Ce qui fait que quelquefois on est même ensemble sur le plateau, mais on enregistre chacun séparément. Et c'est un vrai problème, surtout quand il s'agit de scènes de comédie. Là, c'est très compliqué, quoi. On n'a pas on n'a pas la réplique, ou on l'a avant ou après, mais pas en même temps. C'est un souci, ça. Et ça, de plus en plus. Et vous étiez aussi avec les plus jeunes, les comédiens de... Oui, pas tout le temps, parce qu'on pouvait pas être tous ensemble en même temps, mais là aussi, quand on avait si par exemple j'avais une scène importante avec, je sais pas, pas les plus petits, parce que les plus petits étaient vraiment faits à part. C'était plus compliqué. Hein. Mais si j'avais des scènes avec Francis, par exemple, c'était surtout Marion qui avait des scènes avec son fils, souvent, je crois. Ouais. Mais bon, Catherine s'arrangeait pour qu'on soit ensemble, quoi. Pour justement cette Bah oui, spontanéité, pour ce la naturel. qualité du jeu, ouais. Est-ce que vous aviez conscience, lorsque vous effectuiez ce doublage, que la série était un peu différente des autres au niveau innovation? Ah oui, vraiment. Ouais. C'est-à-dire, vous aviez un ressenti particulier Oui, mais en même temps, on ne sait jamais. On n'avait absolument aucune idée du succès que ça allait avoir. Ça, on sait jamais. Mais nous, ça nous amusait tellement, et on trouvait ça tellement original et tellement décalé, déglingué, que ouais, on pouvait imaginer que ça allait plaire. Mais bon, après, on ne sait pas. Hein, 20 ans après, 10 ans après, ça fonctionne toujours. Donc ça, c'est génial, quoi. Et alors, vous avez à un moment pris conscience que Al devenait plus important qu'au début dans la série, ou au début il n'est que le père finalement dans une série familiale. On voit très vite quand même que c'est un des personnages essentiels, que c'est le plus dingue de la famille. Il est plus dingue que tous ces mômes réunis. Non, si, je crois que dès le début, je l'ai ressenti comme ça. Ouais. Papa! Chérie? Eh bien, écoute, chérie.
Malcolm, tu vois... Oh, par tous les saints du calendrier. Pourquoi il n'y a jamais eu de thé glacé dans ce pichet? J'en prépare tous les matins, c'est à peine si j'ai le temps de m'asseoir que c'est déjà vide. J'aimerais bien changer de famille. Malcolm! Et voilà. Vite. Alors, Bryan Cranston a été interrogé sur quelle était sa scène préférée dans la série. Ah ouais. Il a répondu celle où Hal fait du roller. C'est une scène où il n'a absolument... Celle-là, je m'en souviens bien, elle est géniale. Ouais, Mais il n'y a pas beaucoup de répliques. Oui, bah oui, Parce qu'il mais danse. c'est de la pure comédie, il Effectivement. est génial. Est-ce que vous avez une scène, vous, qui vous revient comme ça, soit en tant que spectateur ou en tant que professionnel, lorsque vous l'avez doublé? Non, pas vraiment. Si, il y a l'histoire des Lego, il y a une... ça, je trouve cette chose complètement folle. Ça m'avait vraiment frappé. Il y a des Lego dans toute la maison, partout. C'est envahi. Puis, je sais pas, mais oui, ils avaient des idées... Moi, il y a une scène aussi que j'ai adorée, mais ça concerne pas Hal, c'est Loïs sur le parking du supermarché qui s'engueule avec une autre bonne femme et elles commencent toutes les deux à jouer aux autotamponneuses avec leur bagnole. Ça, j'avais trouvé ça, mais à mourir de rire, quoi. Mais dans chaque épisode, il y a des choses vraiment très drôles, quoi. Il y a une invention de la part des scénaristes qui est étonnante, quoi. Alors, quelque chose que peut-être peu de gens savent, vous avez été la première voix française d'Arnold Schwarzenegger. Qui, moi? Voilà, la preuve. Absolument. Non. Dans Pumping Iron 2. Ah ben, genre, j'en avais aucune idée, alors, aucun souvenir. Alors voilà, du coup, la question c'est, qu'est-ce que ça fait d'être... Bah voilà, il ne le savait pas. Je ne le savais Il ne pas, se non. souvenait plus. Ça remonte à quand, ça date de quand, ça? Comment le consommez-vous, monsieur Eh bien, nous le Schwarzenegger? mesurons de manière très très sophistiquée. Un genre... Une mesure spéciale. Oui. Bon, c'est très important que vous preniez la mesure exacte parce que... Je n'ai jamais bu d'alcool de toute ma Une vie. minute. Oh mon Dieu, la peau va exploser. Oh, c'est incroyable. Et voilà, mesdames et messieurs. Vous voulez un coup de fouet? Achetez un truc de chez Jim. Eh ben, c'est un scoop, heureusement que je suis assis, parce que je l'ignorais totalement. J'avais zappé ça complètement. Ah, et une nouveauté, pas forcément, qui vous fait pas forcément plaisir, je pense, ni aux professionnels dans le métier, c'est que vous êtes amené parfois à poser votre voix sans les images. Ou sur des images avec un copyright, pour les... Oh, c'est assez rare quand même. C'est arrivé, mais c'est assez rare. On a eu ce genre de petits soucis avec Game of Thrones. Pas tout le temps, mais il y a eu un moment où on venait enregistrer, on avait des images déjà en noir et blanc, avec des traversées par propriété de, tu vois, do not machin, bon bref. Et jusqu'à ce que, le pire, ça a été, l'image était totalement noire, avec simplement des ronds dans lesquels il y avait les têtes des acteurs qu'on doublait, quoi. Ce qui fait pour le directeur artistique, c'était impossible. Il savait pas ce qui se passait autour. Nous, on jouait ce qu'on pouvait jouer. Ça a existé une fois, en fait, ça. Et ils sont revenus, même pour des choses très... comment on appelle ça, pour lesquels ils ont vraiment ils surveillent comme si c'était vraiment leur bébé, en faisant signer des clauses de confidentialité dans tous les sens. Au niveau du travail et de l'image, ça existe pratiquement plus. Enfin, moi, je le vois plus ces temps derniers. Il y a eu un moment où effectivement c'était assez compliqué, mais non, c'est pas quotidien, ça. Non. C'est un cas vraiment unique. Game of Thrones était... Ouais, la chaîne ouais. était parano, en fait. Game of Thrones, c'était n'importe quoi. On arrivait au studio, il y avait même pas... Il y a un tableau, en général, dans les grands studios de doublage, avec les numéros des studios, le nom de l'ingénieur et le nom du directeur artistique, et le titre du film, du produit. Et là, Game of Thrones, il y avait pas le nom. C'était un autre nom. Ils étaient vraiment paranoïaques, totalement paranoïaques, quoi. De peur que le Oui, film soit capté d'une autre façon et diffusé avant sa diffusion. Bon, maintenant, il y a d'autres systèmes. Toujours dans ces grands studios, il y a
On peut plus du tout rentrer comme on veut. Il y a un code, il faut avoir un portable avec une application particulière, sinon on n'arrive pas à franchir la porte. Enfin, ça devient n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais au moins au niveau de l'image, une fois qu'on est sur le plateau, l'image est relativement correcte. Bon. Financièrement, quand on est comédien spécialisé dans le doublage, Ouais. quand on obtient un rôle, Ouais. un comédien qui obtient un rôle principal sur une série, sur une saison, Ouais. comment est-ce que ça se passe? Sans forcément donner une idée de chiffres, mais la façon dont un comédien est rémunéré. Est-ce que c'est un cachet fixe? Est-ce qu'il y a des droits Non, alors par la suite? des droits, oui, normalement on en a, mais ils sont payés avec le cachet, en général. Pour 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et on est payé à la ligne. C'est-à-dire qu'il y a un tarif télé, un tarif cinéma. Au cinéma, c'est payé un peu plus cher. Et le tarif, encore que je suis pas très versé dans tout ça, mais il y a un tarif lignage. En fonction du nombre de lignes qu'on fait dans la journée, on a un certain cachet. Après, il y a ce qui s'appelle des gré à gré. Moi, pour l'instant, j'en ai jamais profité. Et c'est-à-dire que, par exemple, pour Bryan Cranston, je le ferai peut-être la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Cranston faisant ce qu'on appelle un 35, donc un film cinéma, je peux essayer déjà de demander un gré à gré, c'est-à-dire demander une certaine somme, indépendamment du lignage. C'est ce que font certains de mes camarades qui doublent par exemple Bruce Willis ou Sylvester Stallone, parce que c'est la voix attitrée. Bon, on a déjà essayé de les contourner, mais ils sont vraiment incontournables. Et quelquefois, c'est ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps justement à un de mes camarades. Le lignage sur le film était vraiment ridicule. Mais comme le film, c'était une grosse sortie nationale, etc., et que c'est la voix officielle de l'acteur américain, il a demandé un gré à gré, c'est-à-dire une somme qui va au-delà du lignage, en fait. Une somme forfaitaire. Donc, j'ai failli le demander, puisque j'ai fait la version française du remake d'Intouchable, qui était un gros film, mais le film c'est Netflix ou Amazon, enfin bon bref, il n'y a pas eu de sortie nationale cinéma, quoi. Donc j'ai travaillé normalement selon la convention au lignage. Et ensuite vous nous disiez selon... S'il y a un prochain Cranston sortie cinéma, je crois que j'essaierai de demander un gré à gré. Voilà, on a le sport. Voilà. Mais ça me sera peut-être refusé, et on pourra peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Rien n'est jamais acquis, donc voilà. Comment est-ce qu'on passe, par exemple, de Bryan Cranston à Ted Danson, que vous doublez dans The Good Place? Pour Ted Danson, c'était un peu particulier, parce que j'ai remplacé un camarade qui avait déjà enregistré une 40aine d'épisodes des Experts. Et au moment de la diffusion, la chaîne a estimé que la voix ne correspondait pas bien à l'acteur. Donc c'était très embarrassant. Pour moi, ça a été un peu compliqué. Pour lui aussi, bien sûr, mais moi, j'étais très embêté, quoi. Et les choses se sont arrangées, on s'est tous parlé, etc. Et puis, la chaîne ne voulant absolument le remplacer, j'ai été choisi sur essai, et voilà, et j'ai fait Danson. J'étais pas très convaincu, moi, au départ. C'est-à-dire que la voix que moi j'entends, même quand je l'entends pas dans ma tête, mais que je l'entends projetée dans l'audi, elle me plaît pas toujours, quoi. Je pense qu'on est toujours un peu critique, et moi je trouvais que sur Danson, en plus je connais bien sa voix originale. Je ne veux pas dire par là que j'ai la voix de Bryan Cranston, mais par rapport à Danson, je trouvais que j'étais assez loin de sa voix à lui. Donc j'étais pas très à l'aise. Et puis maintenant là je le double sur The Good Place.
Bon, j'ai moins ce souci-là parce que les gens me rassurent. On a besoin de ça aussi. Hein. Les gens te disent, mais si on t'a choisi, si c'est parce que ça marche, ça colle, quoi. Mais j'ai toujours encore un petit souci avec ça, quoi. Eleanor, come on in. Hi, Eleanor. I'm Michael. How are you today? I'm great. Thanks for asking. Oh, one question. Where am I? Who are you and what's going on? Right, so. Vous, Eleanor Shellstrop, vous êtes morte. Votre vie sur Terre s'est achevée. Et à présent, vous êtes dans l'étape suivante de votre existence dans l'univers. Cool. Cool. Il y a des voix, il y a des acteurs sur lesquels ma voix, je trouve, colle bien. Ça passe bien. Et puis, bon, mais ça, c'est très personnel. Hein, on fait de l'autocritique. Voilà. Mais j'aime beaucoup Ted Danson. Je prends beaucoup de plaisir sur Les Experts. J'ai trouvé ça. Le travail était intéressant. Et sur The Good Place, je ne sais pas si vous connaissez un peu la série, c'est très agréable à faire aussi. Mais j'ai toujours une petite. Alors que je suis maintenant à l'aise avec Bryan Cranston, après l'avoir fait en plus dans des registres très très différents, je le connais. J'ai plus. J'ai pas mon regard, si je puis dire, mon regard sur ma voix par rapport à la sienne. J'ai dépassé ça, quoi. J'ai que du plaisir. Et alors, en dehors des acteurs live, Ouais. vous avez aussi posé votre voix sur Sur des acteurs morts. sur Cary Grant. Vous avez également participé sur à des Cary Grant, redoublages, finalement. Ouais, j'en ai fait 4 ou 5, ouais, dans l'Impossible Monsieur Bébé. Ouais, mais alors là aussi, j'ai fait ça il y a longtemps. Et moi, c'est toujours pareil, on m'a dit que c'était bien. Bon. Mais moi, j'ai une passion pour cet acteur. J'adore Cary Grant. Je trouve que c'est vraiment des plus grands acteurs américains de cette époque-là. Et j'ai réécouté il y a quelque temps déjà l'Impossible Monsieur Bébé en VF. D'abord, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on me le donnerait pas parce que j'ai dépassé l'âge du rôle. Mais je pense que je m'en sortirais mieux qu'à ce moment-là, quoi, où j'étais quand même un petit peu jeune. Et puis lui, je le trouve tellement formidable que moi, je me trouve en dessous, là, encore une fois. Mais bon, il y a pas longtemps encore, quelqu'un qui a vu le film en VF m'a dit, bon, je pense qu'il était sincère, m'a dit qu'il avait trouvé ça très très bien. Bon. Oh, pardon, je suis navrée. Oh, c'est vous. Vous êtes assis sur votre chapeau. Je sais. Attendez, je vais vous aider. Oh, écoutez, je ne saurais vous dire à quel point je regrette cet incident. Moi, j'aurais parié que vous étiez ici ce soir. Je l'ai senti à l'instant où je touchais le plancher. J'ai senti quoi, ça? Oui. Regardez dans quel état. Oh oui, quel dommage. Joey était en train de me montrer un tour et le livre a glissé. Une olive tombe sur le plancher et moi je tourne sur mon chapeau. Votre tour est bien réglé. On ne peut pas réussir du premier coup, ça demande un certain entraînement, vous savez. Quoi, de tomber sur son chapeau? Non, de gober une olive. Qu'est-ce que je peux faire pour effacer votre colère? Vous en allez. Oh non, j'étais là la première. Alors c'est moi qui m'en vais. Et donc, vous avez aussi posé votre voix sur les jeux vidéo. Est-ce que vous avez participé Ouais, j'en fais plus maintenant, je veux plus en faire, mais Non. j'en ai fait, ouais. Pour quelle raison? Oh, parce que ça m'amuse pas trop. C'est quand même c'est des fichiers, on n'a pas d'image, faut pousser des cris, Et puis moi, comme je vis moitié du temps ici, moitié du temps à Paris, la plupart du temps sur les jeux vidéo, il y a plusieurs, on t'appelle pour une séance, et 8 jours après, on te dit, ah ben on a rajouté 3 phrases, il faudrait que tu passes, et en fait, quelquefois je suis pas sur Paris, il faut quand même venir les faire, faut aller les faire, donc j'ai eu comme ça 2-3 histoires comme ça où vraiment ça m'arrangeait pas du tout. Et puis encore une fois, au niveau du travail, même si en général, les studios qui font ce genre de choses, c'est des jeunes très sympas en général. Il y a une ambiance très agréable.
malgré tout, moi, j'éprouve pas vraiment de plaisir à enregistrer ça, quoi. Donc, voilà. Donc, j'en fais plus. Il y a un regain d'intérêt de la part du public français, notamment chez les jeunes, pour le métier de comédien de doublage, pour les comédiens de doublage qui sont amenés à participer à des conventions, signer, dédicacer des DVD sur la photo de l'acteur à qui ils prêtent leur voix. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est quelque chose qui n'existait probablement pas il y a c'est 20 assez ans, récent, ça. Ouais. Mais moi, j'en ai fait une convention pour la première fois au mois d'avril à Toulouse. Je me suis bien amusé d'ailleurs. J'ai trouvé ça très sympa. Et j'ai vu d'un seul coup comment on appelle ça, une clientèle, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui venaient pour avoir des autographes, pour discuter, pour faire des photos, des selfies, des trucs comme ça. Et j'étais absolument étonné, quoi. Et j'ai un de mes meilleurs amis, Patrick Borg, qui fait beaucoup de conventions, parce que lui, il fait la voix d'un manga qui est très très connu. Et il y a une clientèle pour ça qui est incroyable. Et donc, il fait 2-3 conventions par mois, pratiquement. C'est absolument incroyable. Il y a un vrai intérêt. Et en même temps, il y a les puristes qui ne veulent voir que les séries et les films en VO. Donc, voilà, il y en a pour tous les goûts, quoi. Est-ce qu'il y a un rôle ou un acteur que vous auriez aimé doubler à la fois, c'est-à-dire votre voix y aurait correspondu, et à la fois le rôle, c'était votre truc, et pour lequel vous n'avez pas eu cette opportunité? Non, je me suis d'ailleurs jamais posé la question, en fait. Je crois pas. Non, je suis très heureux de la rencontre que j'ai faite avec Cranston. Vous appelez ça une rencontre oui, pour moi, oui, parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé jouer aussi, si j'avais été un acteur de cinéma et de série. Moi, il me comble vraiment. Quand je le vois travailler, quand je vois ce qu'il fait, j'essaie de me mettre le plus possible à son niveau, mais c'est du boulot, et quand on me dit que j'y arrive, alors là, c'est ma légion d'honneur, parce que non, je rêve pas. Pour moi, c'est un rêve réalisé, ça, s'il y en avait un. Je trouve cet acteur étonnant, quoi, vraiment. Donc non, ça me va très bien. Vous êtes la voix officielle de Bryan Cranston. Désormais, il n'y a pas de... Oui, alors là aussi, il faut pas, faut rester raisonnable, parce que déjà après avoir fait Malcolm et voire même Breaking Bad, Cranston a enchaîné un peu les films. Et il y en a, je sais qu'il y en a au moins 3 que je n'ai pas fait, pour des raisons que j'ignore, que je soupçonne un peu, mais bon, je les ai pas fait. Non, vous ne pouvez pas passer des essais pour un film de Bryan Cranston. Non. Non. Et est-ce que, justement, cette voix qui est désormais peut-être reconnaissable et identifiable comme celle de Bryan Cranston en version française, elle vous ferme des portes pour d'autres choses? Non, je crois pas, non. Non, je crois pas. Non, vous n'êtes pas... J'ai pas l'impression, non, parce que je fais quand même d'autres choses. J'ai même, depuis 2-3 ans, rajouté 2 ou 3 comédiens qui travaillent. Et donc, on a pensé à moi pour eux. Non, je crois pas. Enfin, peut-être, je suis pas dans la tête de tous les directeurs artistiques, mais je crois pas, non. C'est arrivé à certains de mes anciens camarades, je pense à Dominique Paturel, qui avait doublé JR dans Dallas, et qui a eu beaucoup de mal après à continuer à travailler. Et je pense aussi à l'acteur qui doublait, son nom m'échappe, mais qui doublait Colombo, et qui a été tellement... ça a tellement marqué que... Serge Sauvian, merci, oui. Qui était formidable, d'ailleurs. Mais qui, après, a relativement peu travaillé, parce que ça a été vraiment un poids, en fait. C'était au départ une chance, et puis, en fait, ça l'a beaucoup desservi après, quoi. Vous avez échappé à ça? Pour l'instant, oui. Puis ma voix, je la change un tout petit peu, quand même. Comme j'ai la chance de doubler des acteurs noirs, bon, je l'alourdis un peu. On me reconnaît pas tout le temps. J'ai pas une voix vraiment, je trouve, très caractéristique. Même s'il y a des gens qui, dans les restaurants, me disent « mais je connais votre voix ». Ça arrive de temps en temps, ça.
Donc il y a quand même des gens qui ont l'oreille. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir une voix très caractéristique. Ce qui est le cas, ou était le cas bien avant, de comédiens qui faisaient beaucoup de doublage. Je pense à Jean-Claude Michel, qui est une référence, qui était un acteur magnifique avec une voix qui doublait Sean Connery, Robert Mitchum, Clint Eastwood. C'était formidable, quoi. Et il me semble que lui avait une voix plus identifiable que. Mais là encore une fois, je suis mauvais juge. Je suis mauvais juge parce que je sais pas, je me rends sans doute pas compte de ce que les autres entendent et de ce qu'ils peuvent juger. Et alors, votre voix, on l'entend pas seulement dans des fictions, on l'entend beaucoup sur des documentaires. Ouais. Travailler régulièrement avec Arte, c'est une façon de travailler différente aussi. Moi j'adore ça, oui. J'en fais pas tant que ça d'ailleurs. On a l'impression de vous entendre parce que c'est rediffusé souvent, je sais pas. Et là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et j'aime bien ça. J'aime bien parce que d'abord, j'apprends des trucs. C'est souvent des choses de grande qualité. Oui, c'est très agréable à faire, ça. J'aime bien. La suite, a priori, on sait que Bryan Cranston, justement, travaille sur le scénario d'un long métrage. Ouais. Vous suivez très bien. Et vous seriez de l'aventure, on espère. J'espère bien, oui, j'espère bien. Avec toute l'équipe. J'espère aussi que Marion sera là. Quoique, je sais pas si Loïs serait la comédienne. Je sais pas si elle est d'accord pour le. Alors, on sait pas. On n'a pas tous les éléments. Frankie Muniz, l'un des acteurs principaux n'a pas encore donné son accord de principe. On n'a pas l'identité, forcément. À mon avis, ça ne m'étonnerait que la comédienne soit pas d'accord, parce que... j'en sais rien, mais... Ça me serait peut-être non. Ouais, je serais très étonné, parce que... Elle fait pas une carrière aussi importante que elle est Cranston. très attachée aussi à... je suppose, on n'en sait rien, quoi, donc... Qui repartirait là-dessus. Nous verrons ça dans quelques temps. Pour l'instant, on est dans l'expectative. Et pour l'instant, vos projets, vous êtes sur... Pour l'instant, je termine là The Good Place. A priori, c'est la fin. Et puis, je viens de commencer une série assez amusante. Et c'est dans le milieu des traves américains. Et je fais un vieux travelot noir et aveugle. Et ça m'amuse beaucoup, parce que alors là, ça n'a plus rien à voir avec Malcolm ni autre chose. C'est un exercice très nouveau, mais très marrant. C'est très marrant. Très marrant. Pas évident, mais c'est un exercice de comédie, là, faut être crédible, quoi. Faut être sincère, entre guillemets, et faut être dans l'image. Et là, on a commencé à enregistrer, on a fait une journée d'enregistrement. C'était très, 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 très sympa. Voilà. On aura donc le plaisir de vous réentendre. Oui, là, avec une voix un peu différente. Pour notre plaisir. Écoutez, j'espère, c'est gentil, vraiment. Vous êtes venu de Paris pour me dire ça, c'est gentil. Mais c'était un plaisir de vous recevoir. D'avoir partagé votre expérience, et c'était un plaisir pour nous également. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.